Quoi de neuf dans l'évolution depuis 20 ans? Dans les années 1990, majoritairement, le gène était encore considéré comme le notaire un petit peu de ce qu'on va léguer à la génération suivante. Il était le seul détenteur de l'héritabilité. On avait du mal à penser une hérédité sans les gènes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le gène a perdu, je le répète, il a perdu de sa superbe. On transmet pas seulement des gènes, on transmet à la génération suivante un certain état du gène, c'est-à-dire les gènes sont modifiés chimiquement à certains endroits, et ces modifications sont la traduction, dans une certaine mesure, de l'environnement dans lequel, ou les environnements dans lesquels l'individu est passé. Par exemple, parmi la richesse de ce que l'on peut transmettre à la génération suivante, à des niveaux très intégrés comme le comportement, eh bien, on peut transmettre des pratiques de médication. On connaît ça chez les chimpanzés. Certaines plantes sont ingérées par des animaux qui les choisissent méticuleusement. Elles sont ingérées de manière à se débarrasser de parasites. Et ça, ces gestes-là sont transmis d'une génération à l'autre, mais ce n'est pas seulement pour la médication. Chez les chimpanzés, on connaît aussi la transmission de cultures techniques. Les outils que les chimpanzés fabriquent pour attraper des insectes comme des termites ou pour casser un os, eh bien, ces outils sont variés. Ils varient d'une population à l'autre dans la forêt, dans l'Afrique de l'Ouest. Et on constate que localement, eh bien, ces cultures sont transmises de génération en génération, sans véritablement qu'il y ait de mélange à grande distance. On a donc des transmissions locales de comportements. Les comportements et la culture sont des nouvelles composantes de ce qu'on considère pouvoir être hérité. C'était déjà discuté dans les années 1980, mais disons que dans les 20 dernières années, ça a vraiment pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on considère qu'il y a véritablement une héritabilité des attitudes sociales, des traditions techniques et même d'une certaine manière des récits, s'agissant de l'homme, puisque l'homme se raconte des récits. On parle souvent aujourd'hui de crise de la biodiversité. On a parlé des crises passées de la biodiversité, il y en a eu 5 grandes. Et aujourd'hui, on serait dans la 6e grande crise de la biodiversité. C'est nous qui sommes en crise en réalité. Donc la crise pour qui? La crise pour nous d'abord. La biodiversité, elle rebondira. Lorsque des espèces disparaissent, je vais reprendre l'adage « la nature a horreur du vide », ça profite toujours à d'autres espèces. On le voit déjà d'ailleurs à Tchernobyl, on a déjà l'image de ça dans les zones qui ont été débarrassées des humains. 30 ans après les événements, on a le retour de toute une chaîne alimentaire beaucoup plus riche que dans n'importe quelle forêt non contaminée par les radioéléments dans laquelle les hommes chassent. Je ne suis pas en train de vous dire que l'atome n'a pas d'effet, que les radioéléments n'ont pas d'effet. Je suis en train de dire que véritablement, les activités humaines pèsent très lourd sur l'érosion de la biodiversité. Et cette crise dont on parle, c'est une crise à court terme pour nous. Pour la biodiversité, ce n'est pas vraiment une crise, c'est un changement accéléré. Demain, elle rebondira, on l'a vu dans le passé. Il y a 250 millions d'années, 80% des espèces mondiales ont disparu. Et c'est reparti. Pour autant, la biodiversité rebondira, mais pour autant, ça ne nous déresponsabilise pas. La vraie crise de responsabilité qu'est la nôtre, c'est quel monde nous allons laisser dans le siècle qui vient ou dans le millénaire qui vient, aux quelques générations qui nous suivent. Une biodiversité érodée qui rebondira, mais qui rebondira beaucoup plus tard, beaucoup trop tard. Une crise de responsabilité vis-à-vis de nos enfants, en réalité.